Ça va? Bonjour Nikos, ça Tu es, va et doc- toi? Tu es docteur, je vais bien. Tu es docteur en médecine chinoise. Tu es une femme très engagée depuis de nombreuses années sur le terrain, dans les zones de guerre, dans les zones de conflit. Et ton association organise une vente aux enchères ce vendredi en mettant en vente des photographies d'artistes et de photographes en faveur du personnel soignant en France. Ça fait depuis le début de la quarantaine et depuis le début de la crise, tu es sur le terrain aussi en France? Oui, en fait, 2 semaines avant le confinement en France, les frontières étaient déjà fermées en Irak parce que je travaille en Irak et en Syrie sur des zones de conflit depuis bien avant l'arrivée de Daesh en 2013. Mhm. Et lorsque les frontières ont été fermées, que le confinement a démarré, qu'on a rapatrié nos équipes, je me suis dit, bon, on rentre dans une phase de pause, on ne sait pas combien de temps elle va durer. Et Mhm. en même temps, je voyais monter l'anxiété en France, les inquiétudes, et j'ai plein d'amis médecins, plein d'amis dans des EHPAD, et je me suis dit, qu'est-ce que je peux concrètement faire très vite pour apporter ce que je sais faire là-bas, ici, parce qu'en fait, la situation ressemblait à comme un état d'avant-guerre, tu vois, la préparation, je voyais les gens vider les magasins, les écoles fermées, le gouvernement se mobiliser comme si c'était l'annonce d'une guerre, quoi, tu vois. Et Du jamais vu dans notre pays depuis la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, le président a dit que nous étions en guerre, hein. C'était un terme ouais, du domaine du belliqueux, quoi. du jamais vu, et en même temps, dans les pays dont je te parle, c'est notre quotidien, D'accord. tu vois. Et donc, je me suis dit, euh, tu vois, je voyais les jeunes médecins qui arrivaient sur le marché du travail, que je connais parce que j'ai des amis qui ont leurs enfants, qui viennent d'être diplômés infirmiers, qui sont internes, des jeunes chirurgiens. Et en fait, je les voyais comme, tu sais, en attente de, comme si le gouvernement allait apporter la réponse à tout, mais surtout avec une espèce de stress et d'anxiété de ne pas savoir comment ça va se passer, comment on va gérer par rapport à la contagiosité du virus, est-ce qu'on est suffisamment blindé, les Mhm. différents traitements dont on parlait un peu partout. Enfin, tu vois, je me suis dit, bon, on n'a pas le traitement du Covid, on ne peut pas rentrer dans les services de réanimation, mais ce que nous, on peut faire, c'est aider au niveau des capacités opérationnelles à renforcer, comme lorsque tu envoies des gens sur la ligne de front, bah, tu les équipes, tu leur mets des gilets pare-balles, tu les armes. Et là, en fait, je me suis aperçue que tout l'équipement psychologique nécessaire ce qui te permet de supporter une crise, de rentrer chez toi le soir quand tu as des enfants, quand tu as eu 12 heures de garde et que tu as vu des gens mourir tout le temps et qu'à un moment donné, tu deviens une éponge émotionnelle, que tu subis les effets pervers émotionnels de cette crise et que tu as 25 ans, tu es interne ou que tu es une jeune aide-soignante ou simplement la femme de ménage qui libère les lits dans les EHPAD, je me suis dit, en fait, il faut les soutenir psychologiquement, il Parce faut qu'on ne les leur offrir. prépare pas, on ne les prépare pas. Il n'y a pas un travail de gestion du stress extrême quand on fait Non, des quand tu fais études des études, d'aide-soignants ou de médecins. tu as ce qu'on appelle dans les ressources humaines, les sciences humaines, tu as quelques cours de psychologie, mais, Basique. mais c'est tout. Et en fait, je me suis dit, parce que dans nos équipes de bénévoles, on a aussi des anciens militaires qui avaient créé, tu sais, cette espèce de SAS qui s'appelait le SAS de Chypre. Puis Oui. après, il y a eu les Américains ont fait la même chose après la guerre en Afghanistan. Et c'est une espèce de SAS de décompression où tu baisses la pression par des techniques de relaxation, de méditation, de sophrologie. Ça peut paraître complètement débile de proposer ça alors que tu as des morts tous les jours, mais en fait ça marche parce que quand tu rentres chez toi, que tu es pétri d'anxiété, que tu as mal au ventre, que tu dors plus, que tu commences à prendre des calmants, tu vois, tu rentres dans une boucle vicieuse et de la casser cette boucle, c'est compliqué une fois que tu es en surstress, une fois que tu es en burn-out, que tu es en psychotrauma, parce que les effets du stress accumulé conditionnent le psychotraumatisme. Après, les effets peuvent durer des années, en Oui, fait. d'autant que tu nous parles un peu du corps hospitalier ou de ceux qui sont amenés à travailler, à être sur le terrain. Mais ces effets de trauma psychologique touchent toute la société. Tu le sens bien, l'incertitude, le fait de ne pas savoir si tu vas demain emmener tes enfants à l'école, le fait de ne pas savoir si tu vas attraper le Covid en allant faire tes courses,
Donc, on est entré dans une zone, Pour dans une encore contagion séparer d'anxiété sociale. même de sidération, en fait. Il y Moi, a eu je vois plusieurs des amis. étapes. Il y a eu la sidération et maintenant, on essaie de trouver une porte. Et là, on n'est pas du tout dans une phase d'après-crise, on est encore en phase de résistance. On résiste au stress, on résiste à tous les impacts. J'ai plein d'amis écrivains, ils n'arrivent plus à écrire. J'ai des amis J'entends plus. artistes, ils n'arrivent plus à composer. Parce qu'en fait, et c'est particulier au stress post-traumatique. Dans les camps de réfugiés, on a ça. Le choc traumatique altère une fonction dans tes capacités cognitives à créer, à mémoriser, à avoir de l'attention, de la concentration, ça altère tout ça. Et c'est pour ça que même j'entends plein de gens qui me disent c'est fou, je suis confinée, j'avais prévu de faire plein de choses et je n'y arrive pas. Parce qu'en fait, cet état de sidération t'empêche de construire. Tu vois. Et c'est quoi? C'est un mauvais sommeil, des palpitations, l'irritabilité, des maladies imaginaires aussi, j'imagine, quand on Alors oui, devient encore c'est plus les effets hypocondriaque. périphériques. Voilà, les effets périphériques du stress, du surstress, c'est effectivement les problèmes liés à l'appétit, les problèmes liés au sommeil, l'anxiété, l'angoisse, la dépression pour ceux qui ont un membre de leur famille, parce qu'il y a plein de familles, nous on les reçoit au téléphone, il y a plein de familles qui sont dans une détresse extrême parce que tu n'as pas de cellule de psychologie, on ne répond pas à tes questions, les équipes sont débordées, ils n'ont pas le temps de te rappeler, tu es un peu dans la culpabilité quand tu n'as pas vu ta grand-mère dans l'EHPAD depuis 3 mois, 6 mois, 9 mois. Donc, les familles sont mal parce qu'elles se sentent et en colère, et dans la culpabilité, et tu vois, c'est la faute à qui, en fait. Tu vois. Et donc, il va Oui. falloir aussi gérer tout ce paradoxe. C'est pour ça, je pense que les effets de cette crise vont durer un moment et il faut qu'on s'adapte. Quand on est sur le terrain et qu'on doit soigner des gens qui ont perdu des membres de leur famille, là je parle de ce que tu vis, ce que tu as vécu et ce que tu vis en Irak ou ailleurs, on ne garde que l'essentiel, j'imagine. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de formule, on s'adapte, on est dans l'urgence. Est-ce que c'est valable aussi pour ceux qui sont aujourd'hui ici appelés à donner leur propre guerre? Est-ce qu'il y a un parallèle évident ou ce sont vraiment deux choses différentes? Quand tu es en guerre, tu développes une stratégie de survie. Euh, c'est sûr que dans un camp de réfugiés, par exemple, on a des familles qui sont là depuis l'arrivée de Daesh. On a dans la plaine de Ninive des villages chrétiens qui ont été vidés de leurs habitants, des gens qui sont arrivés dans des camps, pareil pour les Yézidis qui ont été chassés, massacrés du mont Sinjar, qui vivent aujourd'hui depuis maintenant 5 ans dans des camps sans savoir si un jour ils vont pouvoir rentrer chez eux parce que Sinjar aujourd'hui c'est devenu une base militaire, Au jour le il y a jour. les Turcs, il y a les chiites. En fait, la stratégie de survivre te permet de vivre. C'est le principe même, la définition de comment je m'adapte à une situation extrême où ma vie est en danger, où je suis menacée de mort. Ici, je pense que comme l'ennemi, il est pas visible et tu vois, enfin, je pense que c'est différent parce qu'on a vu avec toutes ces séries de gestes barrières, de précautions qu'on a mis en place que finalement on pouvait rester en vie et malgré tout continuer à vivre normalement et en sécurité. C'est différent. Je pense qu'on va progressivement remonter la barre. Maintenant, la vraie question, c'est effectivement qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ont vécu des traumatismes, est-ce qu'on est capable de les aider? En fait, on est comme dans un lendemain d'attentat, par exemple au Bataclan, le lendemain, tu avais des familles complètement effondrées, sous le choc, parce que ça arrive sans préavis. Tu vois, c'est arrivé subitement, ton mari, ton frère, bon. Et à mon avis, c'est ça qu'il va falloir, à mon sens, c'est ce qu'on essaye de faire avec les directeurs d'EHPAD, ce qu'on essaye de faire avec les chefs de service, avec les jeunes diplômés, c'est-à-dire leur donner les outils et les moyens de nourrir leur résilience. Parce que c'est au quotidien que ça va se jouer. Les guerres, la guerre, Élise Bogossian révèle le pire et le meilleur de l'homme, parfois.
est-ce que, sans vouloir extrapoler et parler d'un lendemain qu'on n'est pas capable aujourd'hui d'identifier, même si on voit bien qu'à la fois la classe politique, la société essaie de trouver une organisation pour qu'on puisse chacun reprendre notre chemin de notre quotidien, est-ce que on retrouvera l'empathie, tant espérée, la solidarité dont tout le monde parle, la plupart des gens disent on sortira meilleur. Toi qui as l'expérience de cet état de flottement qu'on appelle l'urgence de la guerre, est-ce qu'on va retrouver, euh, selon ton expérience, le regard de l'autre? Ou au contraire, on va passer nos journées à regarder l'autre qui nous évite dans la rue, qui ne nous touche pas parce qu'il a peur? Comment enlever la peur? Bah, de toute façon, la nature humaine fait qu'on aura les deux. Moi, j'ai vu par exemple avec cette plateforme qu'on a créée pour soutenir le personnel soignant, on s'est rendu compte que beaucoup de cabinets libéraux étaient fermés avec des spécialistes, des psychologues, des psychiatres, des acupuncteurs, des hypnothérapeutes, des professionnels, des coachs. Bon. Ils ont tous voulu donner de leur temps pour aider le personnel soignant. Il y a un élan de solidarité et de générosité qui a été incroyable. Avec ces 150 bénévoles, on est déjà présent dans 110 villes de France pour aider le personnel soignant. À côté de ça, c'est sûr que lorsque je vais au Monoprix et que je suis un peu trop proche dans le rayon des fruits et légumes d'une dame parce que je veux prendre des bananes pour mon fils et que ça fait juste 5 minutes qu'elle est là et qu'elle ne bouge pas parce qu'elle hésite entre les kiwis et les citrons et que moi, je n'ai pas beaucoup de temps parce que mes enfants sont à la maison et que je m'approche un peu trop près d'elle, je me suis fait tuer. Attendez. Quoi. Ah oui, non, mais je me suis fait insulter dans le rayon, tu vois. Je me dis finalement... Tout ça pour ça. Être à l'autre, avoir fait pas de voyage pour revenir et te faire insulter dans ton supermarché en bas de chez En toi. fait, C'est la vie. angoissée, la pauvre dame, tu vois. Oui, Elle c'est me la fait de la vie. peine. Parce que je me dis, quelque part, elle fait avec les moyens du bord, avec sa gestion à elle de ses émotions, de son stress, de la peur de l'autre. C'est sûr qu'elle, elle ne va pas te serrer dans les bras demain. Elle n'ouvrira pas sa porte quand le facteur viendra. Elle est probablement terrorisée, peut-être très seule, peut-être, tu vois. En fait, ça, tu fais appel finalement au sentiment d'altérité. Est-ce que vivre dans un monde meilleur ne passe pas d'abord par comprendre l'autre, ressentir l'autre dans ce qu'il vit, dans ses carences aussi. Et, euh, et c'est vrai que construire la paix, même si c'est contre un Covid ou après un Covid par rapport à après un Daesh ou après une guerre contre un dictateur ou ce que tu veux, euh, ben, euh, tu sais, moi j'ai vu en Irak des gens revenir sur leur terre et reprendre leur business comme si c'était rien passé et écraser les voisins parce qu'il avait l'usine de voitures ou le champ d'huile ou de tu vois, et, et, euh, et à continuer à voler ses voisins. Enfin, en fait, il y a de tout. Et moi, je pense que si on fait chacun notre part, on essaye de faire un peu le bien autour de nous, effectivement, cet élan de solidarité, il ne pourra faire que grandir. Mais après, la dame dans le Monoprix qui m'a insultée et qui m'a regardée comme si j'étais la dernière des débiles, et bon, c'est... Je sais pas quoi répondre. C'est la vie. C'est la vie. Voilà. C'est la vie. On est tous de passage. C'est la seule certitude. C'est ce que nous a rappelé aussi ce virus, nous a rappelé aussi la finitude de l'être humain. Chacun s'adapte comme il le peut. Un dernier mot, Élise Bogossian. Parle-moi de la vente aux enchères de ce vendredi. Si les gens veulent participer, ils s'inscrivent où? Ils vont où? Alors, on a, pareil, cet élan de générosité, de solidarité dans notre cercle d'amis, de donateurs avec l'association. Euh, Beaucoup ont dit, mais moi, je ne sais pas soigner, moi, je ne sais pas guérir, moi, je ne suis pas psy, comment je peux t'aider? Et je lui dis, bah oui, mais tu ne soignes pas, mais tu as des photos formidables. Et en fait, on a réuni ces amis artistes. On a une trentaine ou quarantaine de photos qu'on vend aux enchères sur le site de Cécile et Lucie Doniquian. Je pourrais te donner le lien si tu veux. On Voilà. va sur ta page Instagram, hein, Élise Bogossian. Voilà. Voilà. Et donc, c'est une vente aux enchères qui commence demain jusqu'à dimanche. Et donc, effectivement, tout ce qu'on pourra lever nous permettra de continuer à préparer des kits pour les EHPAD. On a déjà livré 8
EHPAD. On a 10 EHPAD qui nous attendent avec voilà, des quantités de gel, de gants et de masques assez importantes. On a mis en place une usine de production avec le patron de Etam qui nous a donné 400 mètres de tissu. On a les élastiques, les ficelles qui arrivent chez des bénévoles couturières en banlieue parisienne. Et puis les cartons arrivent à Paris au siège de l'association. On a des bénévoles anciens militaires qui prennent leur voiture et qui vont livrer à Bordeaux. Enfin, c'est formidable ce qu'on a pu... Les voilà. héros aussi, les héros qui ne cherchent pas la lumière. Voilà. Et donc, avec cette vente aux enchères, on pourra faire un peu plus. Et c'est notre souhait. Voilà. Merci infiniment pour ton témoignage et bon courage pour la suite. Merci. Merci beaucoup.